Assurez-le Sénégal. Jara to garu basona manga jangale gita do bouger do faywa ni élève de tology examen linga sarla am na fita mo gëna Assurez-le. Bon, les réflexions que nous avions développées à l'occasion de nos derniers cours se sont intéressées à la question des origines, à la spécificité de la pensée philosophique et autres. Le programme de terminale se poursuit en prenant en charge la question des perspectives et les enjeux de la philosophie. Lorsqu'on parle de perspective, on pense déjà au futur. On pense au possible développement que la pensée philosophique devrait avoir dans le futur. Quand on parle des enjeux également, on pourrait peut-être penser à tout ce que la pensée philosophique pourrait comporter de problèmes, de questions à élucider, de rapports avec les autres disciplines, de rapports avec la modernité, mais également de relations avec les types de pensées qui alimentent notre quotidien et notre existence. Je pense notamment à la pensée religieuse. Je pense également à la pensée scientifique et à la science de manière générale, avec tous les développements que cette science-là a permis aujourd'hui en termes de technique et en termes de technosciences. C'est dire donc que l'environnement de la pensée philosophique est vaste. Et les perspectives donc doivent être prises très au sérieux. On avait déjà dit la dernière fois, vous vous souvenez bien, que certains philosophes du postmodernisme ont pensé devoir assigner à la philosophie une mission qui ne pourrait plus s'arrêter seulement à une critique, si positive soit-elle, consistant simplement à déconstruire les idées antérieurement reçues, consistant seulement à démolir les vérités bâties hier, ou alors consistant simplement à une remise en question permanente, auquel cas la philosophie semble s'assimiler à un nihilisme ou à un scepticisme et n'apporte pas grand-chose. Or, la pensée philosophique est très sérieuse. Parce que c'est une pensée d'abord qui désacralise la vérité. La vérité, quelle que soit la forme qu'elle a pu avoir à travers l'histoire de l'humanité, même si elle s'est masquée sous les traits d'une simple vérité, alors que dans le fond, elle est l'expression de l'erreur ou de la méprise, on lui a toujours voué un certain respect. On lui a toujours accordé une certaine sacralité. Et cela, ce n'est pas seulement ce qui concerne la vérité religieuse. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une pensée prend le pari de s'attaquer à n'importe quelle vérité, y compris même les vérités qu'elle élabore elle-même, sous la forme d'une autocritique qu'elle s'inflige pour aller vers des élucidations encore plus objectives, on a le droit de dire que cette pensée est sacrilège. Parce qu'elle ne laisse subsister aucune vérité, si impressionnante soit-elle, si crédible soit-elle aux yeux des gens, de sorte que tout sur son passage en termes d'expression de la vérité doit être revisité.
C'est en cela que la pensée philosophique est une pensée qui désacralise. C'est en cela que la pensée philosophique doit être prise très au sérieux. Et lorsqu'on pense que la philosophie n'a plus de mission de nos jours, dans la mesure où la science elle-même est en train de donner à l'homme tous les outils qu'il lui faut pour réussir son existence. Lorsque, dans les comparaisons qu'on fait de la pensée philosophique ou de la philosophie tout court avec les autres disciplines, on en vient à parler de l'infirmité de la philosophie, ou bien simplement de sa faiblesse à soutenir l'homme dans son combat contre la nature, et lequel combat, une fois décliné en termes de victoire de l'homme sur cette nature, crée davantage une vie aisée pour l'homme. Lorsque donc on compare la philosophie à toutes ces disciplines, comme la science, ou bien qu'on la compare à des pratiques, à des types de connaissances, comme ce qui émerge de la religion, on a souvent tendance à dire qu'elle n'a peut-être plus sa place aujourd'hui, ou bien alors qu'elle est enfermée dans des spéculations qui nous conduisent à l'oisiveté, des spéculations oiseuses, des spéculations qui ne mènent pas loin. C'est cette tendance-là qui se développe souvent dans la bouche des gens qui s'attaquent à la philosophie et qui la critiquent. Et c'est pourquoi j'ai bien apprécié la pensée de Pierre Fougirolas dans son ouvrage intitulé La philosophie en question, lorsqu'il dit en somme que comparé aux techniques, à l'art, à toutes les pratiques utilitaires de l'homme, la philosophie semble vaine. On a bien raison de dire oui, ça c'est le point de vue de l'homme du commun. C'est dans une telle perspective que la philosophie est appréhendée par les gens qui n'ont pas suffisamment réfléchi sur son sens et sa signification et qui pourraient voir en termes de perspective à quel point la pensée philosophique, quel que soit l'avenir de la science et de la technique, pourrait être radieux du point de vue des problèmes qui sont des problèmes extrêmement subtils, des problèmes d'ordre existentiel qu'elle pose au fur et à mesure que l'homme développe ses capacités en termes de capacités utilitaires comme capacités destructrices. C'est la raison pour laquelle, si nous comparons la philosophie à la science, nous faisons une erreur. Le positivisme d'Auguste Comte avait fait croire que la philosophie en réalité n'est qu'une étape du développement de la pensée humaine. Parce que vous savez que Auguste Comte, dans ce qu'on appelle la loi des 3 états, ou la loi des 3 étapes, qu'il développe dans son cours de philosophie positive, nous fait croire que l'humanité est passée, pour ce qui concerne son développement mental, le développement de son intelligence et de ses capacités d'expression de la réalité, que cette humanité est passée par un âge métaphysique où tous les problèmes qui surgissaient comme phénomène à ses yeux, elle l'expliquait en évoquant des divinités. Par exemple, comme ce fut le cas dans la mythologie grecque, lorsque dans l'Antiquité, l'on pensait que la foudre signifiait par exemple la colère de Zeus. Ensuite, que l'humanité est passée par des explications qui mettent en œuvre des entités métaphysiques. Entités métaphysiques, vous devrez comprendre simplement
que ce sont des préceptes, des concepts qui en réalité n'ont aucun contenu substantiel, mais qui résonnent bien à l'oreille et qui semblent contenir des données qui sont aptes à expliquer ou à justifier des réalités pratiques. Par exemple, on pourrait dire, comme entité abstraite, on pourrait dire par exemple que on parle par exemple pour expliquer le vent, on dira que le vent, eh bien, s'explique par la vertu dynamique de l'air. Une vertu dynamique de l'air, ça apparaît assez tonitruant, assez ronflant comme ça, assez consistant, mais en réalité, si on l'examine de très près, on se rend compte que c'est un concept qui est vide. C'est de la même manière aussi qu'on disait à l'époque, dans le Moyen-Âge, que le pavot fait guérir parce que le pavot a des vertus dormitives. L'expression même est quelque peu bizarre, vertus dormitives. Ignorant ainsi les capacités sporifiques qui sont liées à la substance du pavot lorsqu'elle agit sur le système nerveux. Alors donc, des explications comme ça ont jalonné l'histoire de l'humanité. Stade théologique, stade métaphysique, et contrepenser qu'au XVIIIe siècle, on est arrivé au stade positif où l'homme, désormais, pouvait expliquer tous les phénomènes qui surgissaient dans la nature en évoquant des lois, des principes qui fonctionnent sous la forme d'un déterminisme unissant des phénomènes effets à des phénomènes causes. D'ailleurs, même le déterminisme classique croyait que cette loi de causalité était absolument rigoureuse et constante et que les mêmes causes produisent les mêmes effets en tout lieu et en tout temps. Manga jàngale gi te doo bouger doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu gën